Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes de débat et de reportage comme tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 9 avril. Le Hamas qui étudie une nouvelle proposition de trêve alors que Benyamin Netanyahou continue d'affirmer qu'une offensive aura lieu sur Rafah. Un cessez-le-feu est-il vraiment envisageable? Quel est le niveau de destruction de Gaza? Pourquoi l'Iran n'a pas encore riposté une semaine après la destruction de son consulat à Damas? On répond à ces questions avec nos experts dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un retour sur une polémique récente que je vous propose, celle du financement de l'école privée. Il y a une semaine, 2 députés dénonçaient dans un rapport l'opacité des financements publics et le manque de contrôle. Il est impossible dans notre pays de mesurer le montant total de la dépense publique consacrée aux établissements privés sous contrat, celle de l'État, celle des collectivités territoriales. Au total, nous estimons qu'il y a plusieurs centaines de millions d'euros au moins qui échappent au calcul de la dépense et que celle-ci doit se situer probablement entre 10 et 12 milliards d'euros. Pourquoi le contrôle des écoles publiques est-il quasi inexistant? Faut-il conditionner ces subventions publiques à des objectifs de mixité sociale? Ces exigences sont-elles en train de relancer la guerre publique-privée qui tétanise les gouvernements depuis 40 ans? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, l'actualité au Proche-Orient et cette tribune appelant à un cessez-le-feu signé par 3 pays, la France, l'Égypte et la Jordanie. Jérôme Rabier. C'est une tribune signée par Emmanuel Macron, le président égyptien Al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Un appel à faire taire les armes à Gaza qui commence par ces termes: la guerre et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement. Mais côté israélien, l'objectif numéro 1 reste l'éradication du Hamas, y compris en attaquant Rafah, ville frontière du Sud où 1,5 million de Gazaouis se sont réfugiés. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire exige l'entrée dans Rafah et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera, il y a une date. Une détermination malgré les mises en garde, y compris de l'indéfectible allié américain, qui désapprouve cette option et le fait savoir. Une invasion militaire massive à Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ces civils et nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël. Il ne s'agit donc pas seulement pour Israël de nous présenter un plan, nous lui avons clairement fait savoir que nous pensions qu'il existait un meilleur moyen d'atteindre leur objectif légitime. Les États-Unis redoublent d'efforts pour obtenir une trêve. Le Hamas a même officiellement dit étudier la dernière proposition qui prévoit une libération d'otages en échange de 6 semaines de cessez-le-feu, d'un accès plus important à l'aide humanitaire et d'un retour des déplacés dans le nord de la bande de Gaza. Qui peut obtenir un cessez-le-feu à Gaza? Qui le veut vraiment? On en débat avec Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient, le général Dominique Trinquant. Bonsoir et bienvenue. Ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, spécialiste des questions internationales. Et vous publiez Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Didier Loraz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste en charge de la géopolitique, de la défense et du terrorisme à l'AFP Paris, nos confrères de l'agence France Presse, et Asdine Ahmed Chaouch. Bonsoir Asdine, éditorialiste politique, bienvenue à vous. Je commence par une des dernières infos de ces 24 heures, c'est-à-dire l'armée israélienne qui s'est retirée de Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Agnès Levallois, on se demande, mais alors ça fait plusieurs semaines qu'on se demande quelle est la stratégie de Benyamin Netanyahou, mais est-ce qu'il veut utiliser ses troupes pour une éventuelle offensive sur Rafah? Comment vous analysez-vous cette dernière information? Oui, ce qui est clair, c'est que d'abord, il souhaite que la pression étant très forte de la part des Américains et de la communauté internationale sur la protection des civils, s'il veut lancer cette attaque sur Rafah, il ne peut pas le faire en l'état actuel, puisqu'il y a plus d'1 million, par d'1,5 million de Palestiniens qui ont été obligés de quitter le nord, qui se sont réfugiés au sud pour soi-disant être à l'abri
même si c'est évidemment pas le cas. Et donc aujourd'hui, pour préparer cette offensive qui est vraiment une obsession de Netanyahou, il faut absolument qu'il puisse dire qu'il permet à une partie de ces Gazaouis de quitter Rafah pour aller vers le nord, en sachant que Netanyahou ne veut absolument pas que les Palestiniens du nord de Gaza retournent dans le nord. D'abord, en plus, c'est très compliqué parce que tout a été détruit. Et donc, la solution, c'est qu'une partie de ces Palestiniens qui avaient trouvé refuge à Rafah aille à Khan Younes, puisque l'armée israélienne a, d'après les informations dont on dispose, mais il faut être très prudent, puisque, comme vous le savez, il n'y a aucun observateur étranger, donc on est complètement dépendant de la communication de l'armée israélienne, que les objectifs de Khan Younes, qui étaient d'essayer d'atteindre un certain nombre de combattants du Hamas qui auraient été tués dans les combats, et bien maintenant, effectivement, le terrain est prêt, selon, là encore, les propos de l'armée israélienne, de pouvoir lancer cette offensive, et en disant à ce moment-là aux Américains, vous voyez, on a demandé aux civils de quitter. On a offert aux civils la possibilité de quitter les lieux. Tout ça qui reste évidemment soumis à plein de questions et qu'il ne faut surtout pas prendre ça pour argent comptant. Mais dans la rhétorique, on voit bien que ça permet de dire, effectivement, on va mettre une partie des civils à l'abri. Information de cette fin d'après-midi de mardi, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dit Israël n'a pas communiqué de date pour une opération à Rafah. Général Trinquant, on est dans l'hypothèse, mais quelle forme cette éventuelle opération sur Rafah pourrait prendre ? Alors, il y a plusieurs éléments. Les éléments qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire qu'une partie de la population est quittée Rafah pour limiter, j'allais dire, les dégâts collatéraux, comme on dit pudiquement, au moment de cette attaque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les forces, la 58e division est partie, et donc on pense que l'attaque ne sera pas massive. D'ailleurs, c'était les termes employés par M. Blinken. Pas d'attaque massive, donc pas des attaques massives, mais des attaques ciblées, plus de type commando ou de frappe ciblée. Donc je pense que ça, c'est les deux modalités, si vous voulez. Alors le Premier ministre israélien ne donne pas de date, mais dit toujours sa ferme intention je le ferai. De monter une attaque. Voilà. Alors, malgré la pression internationale. Oui, malgré la pression internationale, mais la négociation sur la trêve rentre là-dedans aussi. Oui. Parce que s'il y avait une trêve, ça permettrait aussi des mouvements de population. Et donc, c'est dans l'intérêt d'Israël d'avoir une trêve pour qu'il y ait des mouvements de population, pour ajuster le dispositif de renseignement et pouvoir monter l'attaque sur le bas. Et puis, essayer, parce qu'il dit tout d'abord libérer les otages. On sait bien que depuis le début, ça n'a pas été sa priorité du tout de libérer les otages. On rappelle que l'armée israélienne n'a libéré d'otages que quand il y a eu des trêves. Enfin, il y en a eu 3, je crois, qui ont été libérés par l'armée israélienne. Donc, il arrive à le placer en tête, mais c'est pour obtenir une trêve, un mouvement des Palestiniens, et à ce moment-là, ajuster son dispositif dans Rafah. Alors, on y reviendra évidemment en détail sur la perspective, faut-il l'espérer, d'une trêve ou d'un cessez-le-feu. D'abord, un témoignage justement d'une habitante de Khan Younes qui a pu revenir dans sa ville et qui découvre l'étendue des dégâts, des ruines. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de colonnes, plus de murs, plus de portes, il n'y a plus rien. Gaza n'est plus Gaza. C'est un endroit en ruine où même les chiens, les chats et les animaux ne peuvent pas vivre. Didier Lauras, c'est évidemment difficile de répondre à la question que je vais vous poser parce qu'il n'y a pas d'observateurs indépendants ou de journalistes qui peuvent travailler facilement à Gaza. Mais à quel point la bande de Gaza est détruite aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Alors déjà, si je puis me permettre, il y a des journalistes indépendants de l'AFP qui travaillent, même si on a réussi à en faire sortir un certain nombre. On avait une équipe de 9 journalistes, texte, photo, vidéo. On a fait sortir tous ceux qu'on pouvait faire sortir, tout simplement pour leur sauver la vie. Mais il en reste, donc on continue de travailler. On voit les images. On pense à Dresde, on pense à Mariupol, on pense à Idlib, on pense à Mossoul, on pense à... Voilà, j'ai envie de dire, c'est la guerre moderne où on aplatit les villes, on détruit tout. Donc, tout à l'heure, quand le général évoquait la possibilité d'opérations des forces spéciales, des choses ciblées, c'est évidemment le discours. Ça a été le discours aussi dès après le 7 octobre. On a même un certain nombre d'experts à un moment qui y croyaient en disant voilà, ça va être ciblé, ils ne peuvent pas complètement aplatir la bande de Gaza.
Si ils peuvent, ils l'ont fait. Donc effectivement, aujourd'hui, enfin voilà, les photos, les images, les vidéos sont absolument terrifiantes. Général Trinquant, est-ce que c'est antinomique? C'est-à-dire les images, effectivement, ces destructions, ce sentiment de ville totalement écrabouillée sous les bombes et ce discours d'une stratégie de frappe ciblée avec effectivement l'objectif de tuer uniquement les membres du Hamas. Alors on verra la réalité. Pour l'instant, l'armée israélienne a utilisé cette méthode-là, c'est-à-dire d'écraser absolument tout sur son passage. Et c'est justement ce que les Américains et les autres essayent d'empêcher maintenant, en disant vous ne pouvez pas faire ça. Là où sont tous les réfugiés, et donc ils prennent une demi-mesure qui est de dire globalement on va faire partir une partie des réfugiés, sauf que ça n'atteindra pas ce but. Et puis alors surtout ce qui me choque moi beaucoup dans cette stratégie, c'est que je crois que c'était le ministre de la Défense hier qui disait la 58e a fait un travail remarquable, a détruit un machin, etc. On n'a aucune preuve. On ne sait pas du tout quels objectifs ont atteint les Israéliens. Je rappelle que c'était la neutralisation, la destruction du Hamas. Or, le Hamas ressurgit. Il y a toujours eu des roquettes qui ont été envoyées sur Israël du Nord. Le Hamas ressurgit à chaque fois qu'Israël part. Donc on n'a pas l'impression que la méthode soit très très efficace. Ouais, alors juste un mot, puisqu'il y a des rapports des agences de l'ONU qui sont publiés régulièrement, qui font le point sur l'état de la situation à Gaza. Et les derniers rapports font état de destruction, pas loin de 70% de destructions qui sont enregistrées. Donc non seulement les bâtiments tels qu'on peut les voir sur vos images, mais aussi toute l'agriculture qui a été complètement ravagée puisque les chars sont passés et ont tout écrasé sur leur chemin, que des cimetières ont aussi été détruits. Donc il y a vraiment, si vous voulez, une volonté de détruire, mais au-delà de la destruction, de détruire tous la mémoire aussi des Palestiniens de Gaza, à travers ces destructions aussi des cimetières et des quelques bâtiments emblématiques de l'histoire de Gaza. Donc il y a vraiment, au-delà de cette destruction qui est déjà significative et dans des proportions incroyables, cette volonté, me semble-t-il, de mettre vraiment à plat que cette mémoire des Palestiniens n'existe plus après, puisqu'il n'y aura plus aucune trace de cela. J'aimerais savoir, est-ce que ça, c'est assumé auprès de la population israélienne? Est-ce qu'il y a deux discours? Un discours à destination de la communauté internationale, c'est-à-dire nous, on explique qu'il y a des cibles, même si on n'arrive pas à les identifier, comme vous dites. Et est-ce qu'on communique différemment avec la population israélienne? On explique, évidemment, on va aussi taper un peu plus fort, parce que par honneur ou je ne sais quelle autre valeur supérieure. Ce qui est frappant, c'est que les médias israéliens racontent très peu ce qui se passe à Gaza. Les télévisions israéliennes montrent absolument pas toutes ces images que nous voyons. Les Israéliens qui veulent s'informer sur ce qui se passe réellement à Gaza regardent des chaînes étrangères, mais ne regardent pas les chaînes israéliennes. Et beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, suite au choc, au traumatisme du 7 octobre, préfèrent ne pas regarder, ne pas savoir ce qui se passe. Il y a une invisibilité des Palestiniens de Gaza qui est absolument frappante dans le traitement même. Alors ça nous amène sur un autre sujet, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment une volonté de dire les Palestiniens n'existent pas, ce qu'ils ont fait est tel qu'on ne veut même pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc ça, c'est très frappant dans toute la communication et le traitement de l'information par les Israéliens même. Est-ce que dans ce contexte, Didier Loras, et là je me tourne plutôt vers l'opinion palestinienne à Gaza, il y a des voix qui s'expriment pour en vouloir au Hamas aussi dans le déclenchement de cette guerre, parce qu'on ne nie pas évidemment la responsabilité d'Israël depuis 6 mois, mais personne autour de cette table n'oublie ce qui s'est passé le 7 octobre et ces attaques terroristes horribles. C'est une excellente question que je me pose depuis très longtemps et sur laquelle il n'y a pas de réponse. Alors, il faut quand même se rappeler que le Hamas a confisqué le pouvoir depuis 2007 et que la contestation est impossible. On a vu passer quelques vidéos, je me souviens d'il y a quelques semaines ou quelques mois, une femme comme ça dans les décombres qui hurle en disant tout ça c'est la faute du Hamas, il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui lui met la main sur la bouche. Bon, il n'y a pas de connaissance précise, me semble-t-il, de l'état de l'opinion publique palestinienne, enfin de Gaza. Oui. On en sait un peu plus sur celle de la Cisjordanie, évidemment, mais à Gaza, on n'en sait rien. On a très peu d'infos. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, de toute façon, ils sont dans un tel état
d'un point de vue purement humanitaire, de vie quotidienne, qu'ils n'en sont même plus à savoir à qui c'est la faute. Là, il faut boire, il faut manger. Enfin, encore une fois, tout est détruit. Donc, je suis incapable je n'ai rien lu non plus de pertinent sur la question. Que pensent les Gazaouis du 7 octobre et des conséquences? Je ne sais pas. Il y a peut-être ce communiqué, quand même, la semaine dernière du Hamas, qui a présenté ses excuses aux Palestiniens en disant de Gaza, pour justement en raison de l'ampleur des dégâts. Et donc je pense que le fait que le Hamas ait pris la peine de publier ce communiqué, c'est sûrement aussi parce qu'il y a des voix qui s'élèvent à Gaza, même si effectivement il est très difficile d'avoir et d'entendre des commentaires parce que la situation est extrêmement compliquée et que la préoccupation c'est la survie des Palestiniens. Bien sûr. Mais que le Hamas ait publié ce communiqué me semble vouloir dire quelque chose en tous les cas et de vouloir anticiper ces réactions qui peuvent être certaines très négatives des conséquences de ces bombardements. Alors si on est très cynique, on peut dire que le Hamas a réussi stratégiquement, il a replacé la question palestinienne au centre des préoccupations dans la région, ce qui était certainement l'objectif. Il savait qu'il y aurait des représailles de Tsahal, de l'armée israélienne. Peut-être n'imaginait-il pas qu'elle serait aussi longue et aussi violente, mais c'est quand même une vraie question. Je vois que vous vouliez intervenir. Oui, parce qu'on parle des deux opinions, donc israélienne et de Gaza et palestinienne, et au-delà peut-être des populations arabes, ça sera intéressant de le voir. Je pense que le problème, les Israéliens, eux, ne voient que le 7 octobre. Et donc, effectivement, ils ne veulent plus voir ce qui se passe. La guerre est soutenue, mais on ne regarde pas les conséquences de cette guerre. Alors, on en parlera un peu plus tard. Il y a des manifestations, il y a des manifestations qui réclament des élections anticipées. Mais il y a quand même un soutien qui reste. Il y a un soutien globalement à la guerre, même si Netanyahou, lui, n'est pas soutenu. Ça, c'est du côté israélien. Du côté palestinien, même si, évidemment, maintenant, tout ça, c'est quand même Israël qui fait ça. Et donc, il y a ces destructions. Et sur les chaînes arabes, globalement, dans le monde, on ne montre que ça. Et on ne montre que ces frappes-là. Et donc, je pense qu'il y a vraiment... on en revient à l'objectif qu'a fixé M. Netanyahou à l'armée israélienne, qui est de détruire le Hamas, qui nous annonce il n'y a pas longtemps qu'ils ont tué 13 000 combattants du Hamas. Mais enfin, dans 6 mois, il y en a 60 000. Je veux dire, si vous voulez, toute une partie de la population, de la jeunesse palestinienne va dire, attendez, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, donc on va reprendre les armes. Et puis voilà. Donc, il y a vraiment un antagonisme incroyable qui correspond à l'idéologie des deux parties. Je rappelle que M. Netanyahou dit Israël de la mer à la rivière. Et le Hamas dit la Palestine de la mer à la rivière. Donc forcément, il peut pas y avoir vraiment d'espace pour un dialogue entre les deux. Et ça je pense que ça se sent beaucoup dans la perception qu'ont ces populations. Alors dans ce contexte-là, et juste après avoir entendu ces propos, on va se poser la question d'un éventuel cessez-le-feu. Malgré tout, et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisqu'il y a l'une des informations de ces dernières 48 heures, c'est le Hamas qui étudie un nouveau cessez-le-feu. Que prévoit ce projet d'accord? Tout se joue au Caire actuellement, Thomas. Les intermédiaires dans les pourparlers, on les connaît, ce sont toujours les mêmes. Égypte, Qatar, États-Unis. Les négociations durent depuis plusieurs semaines. Le projet d'accord a beaucoup évolué. On va voir ce qui serait actuellement sur la table selon les médias arabes et selon les médias israéliens. Dans un premier temps, un cessez-le-feu de 6 semaines sera conclu. C'est pas cette infographie. C'était l'infographie précédente. C'est l'infographie précédente. Première étape, cessez-le-feu de 6 semaines. À cette occasion, le Hamas devra libérer une quarantaine d'otages. À ce stade, pas de précision sur leur identité. Le groupe islamiste doit fournir une liste de noms en promettant qu'ils sont évidemment encore en vie. En échange, Israël devra relâcher des centaines de prisonniers palestiniens. Certaines sources comme Al Jazeera évoquent le chiffre de 800 à 900 prisonniers palestiniens, dont certains qui encourent une peine de prison à perpétuité pour terrorisme. Toujours dans le cadre de cette première étape, Israël s'engagerait à laisser revenir dans le nord de la bande de Gaza les déplacés palestiniens qui se trouvent actuellement dans le sud. Israël s'engagerait enfin à laisser entrer 500 camions d'aide humanitaire par jour dans l'enclave. Encore faut-il que les deux parties acceptent ce projet. Et c'est le point le plus sensible, évidemment. Les négociations prennent énormément de temps, notamment car les parties en présence ne sont pas physiquement à la table des négociations. Lui, par exemple, c'est Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Il est très difficile à joindre. Thomas, il se cache dans les tunnels pour éviter les tirs israéliens. Et donc, pour lui faire passer des messages, il y a des intermédiaires qui font la médiation avec les médiateurs qui sont eux-mêmes au Caire. Donc, c'est pas simple. La réponse de Sinwar à un accord définitif peut donc prendre plusieurs longs jours, mais c'est bien lui qui aura
côté Hamas le mot final sur un éventuel cessez-le-feu. Côté israélien, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a reconnu hier que des décisions cruciales devront être prises. Écoutez-le. Nous avons l'obligation suprême de ramener les otages à la maison. Il y aura des décisions difficiles à prendre. Nous devons être prêts à payer le prix pour faire revenir les otages avant de repartir au combat et faire tout ce que nous devons faire. Avant de repartir au combat. C'est clair, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu définitif. Ouais, la deuxième étape du projet d'accord est pour l'instant extrêmement floue, Thomas. On parle d'une libération de tous les otages israéliens restants. En échange, Israël s'engagerait à relâcher plusieurs détenus palestiniens. Pas de précision pour l'instant sur leur nombre. Cette deuxième étape pourrait effectivement être l'occasion de conclure un cessez-le-feu durable. Mais pour l'heure, hors de question pour l'armée israélienne de quitter complètement et définitivement la bande de Gaza. C'est pourtant ce qu'exige le Hamas. Sur le terrain, Israël a retiré la quasi-totalité de ses troupes dans l'enclave, mais il reste encore une brigade. Elle est stationnée au milieu de l'enclave palestinienne actuellement. Merci beaucoup Steve Jourdain. Agnès Levallois, c'est la question centrale de notre débat. Qui veut vraiment d'un cessez-le-feu? Le Hamas et Netanyahou le souhaitent-ils vraiment? Je ne crois pas, et c'est bien ça la difficulté, et c'est bien la raison pour laquelle les négociations traînent autant. Netanyahou joue sa survie politique, on le sait très bien, et donc lui est dans une stratégie jusqu'au boutiste, et jusqu'au boutiste au point où on le voit maintenant s'intéresser aussi beaucoup à la frontière nord avec Israël, avec le Liban, pour aussi essayer d'engranger des gains qu'il n'arrive pas véritablement à obtenir dans la bande de Gaza. Et du côté du Hamas, il sait très bien que si la libération des otages intervient, eh bien, il n'y aura plus de cartes entre les mains. Et donc, on voit bien que les deux côtés font traîner ces négociations. Que la question qui se pose aussi pour le Hamas aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les négociateurs qui sont à Doha et qui négocient avec l'Égypte, ce ne sont pas eux qui ont les cartes en main, puisque les cartes sont entre les mains des responsables du Hamas qui sont dans la bande de Gaza, dont Yahya Sinwar, dont on vient de parler. Donc ça veut dire que... Il y a quoi, un peu de tension ou de scission au sein même du Hamas, quoi. Il y a des tensions évidentes parce que les responsables politiques qui sont à Doha, eux, voient tout l'intérêt d'une négociation. Et c'est, vous savez, toujours la difficulté entre ceux qui sont sur place, qui combattent, et ceux qui sont à l'extérieur et qui, évidemment, n'ont pas les mêmes intérêts et ne perçoivent pas la situation de la même façon. Donc aujourd'hui, cette trêve, honnêtement, j'y crois pas beaucoup, surtout que dans le même temps, Netanyahou dit qu'il prépare l'offensive sur Rafah. Donc comment arriver à créer un minimum de confiance pour permettre une négociation, sentiment quand même un peu d'un écran de fumée pour que la situation continue à se dégrader sur le terrain. Je voulais rebondir et même insister sur ce qui vient d'être dit. Clairement, il y a même, je pense, le Hamas est aujourd'hui dirigé par une direction bicéphale, avec effectivement Yahya Sinwar pour qui le cœur du Hamas, c'est le combat militaire, et la direction politique qui est basée au Qatar, qui, elle, essaye de voir un avenir dans la discussion et essaye de pousser Sinwar à négocier. Mais ce qui se joue aussi, par nous interrompre, c'est ceux qui pourraient participer, alors je mets évidemment, à un éventuel processus de paix. Alors là, on voit beaucoup plus loin. Je dis ça parce que c'est mon naturel optimiste. Mais bon. Oui, mais en même temps, on ne sait même pas très clairement si la direction politique qui est basée au Qatar était informée de ce qui allait se passer le 7 octobre. Donc à partir du moment où on a une toute-puissance des armes et de l'action militaire, quand il faut commencer à se mettre à table et à discuter, ça devient extrêmement compliqué. Et dans tous les critères que vous avez très bien expliqués sur les trois étapes du cessez-le-feu, alors les chiffres sont importants, mais on parle 800, 900 prisonniers palestiniens, dont certains ont été condamnés à perpétuité. Au-delà des chiffres, il va falloir sortir une liste. Et il y en a qu'il n'est absolument pas question de laisser sortir pour Israël. Donc c'est pas juste, on vous en donne 40 et on vous en donne 900. Après, il va falloir... C'est non par non. J'étais à Jérusalem pour la semaine de trêve au mois de décembre, quand ils ont sorti la première série d'otages échangés par 3 fois plus de prisonniers palestiniens. Les négociations étaient... se faisait mètre par mètre, personne par personne, individu par individu. Donc là, on est sur quelque chose
qui, à l'évidence, va être extrêmement compliqué. Et avec une autre dimension, le Hamas détient-il tous les otages israéliens? Ça aussi, c'est une inconnue. Alors, il y a aussi cet inconnu-là. Qui est moins important. Alors, peut-être que je serai démenti. J'ai la faiblesse de penser que si, à un moment, il y a un accord et que c'est le djihad islamique qui détient, et non pas le Hamas qui détient les otages, ils sauront s'arranger entre eux d'une façon ou d'une autre. Alors, s'il n'y a que ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Autre question de Mitrincan. Alors, on a entendu le ministre de la Défense, là, Yoav Gallant, qui dit que ça reprendra après. Oui. Mais alors, moi, j'assume ma question naïve. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une telle pression là pour un cessez-le-feu que si on obtient un cessez-le-feu, ça va être quand même encore plus compliqué pour Israël de repartir en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention aux termes qu'on emploie. On ne parle pas de cessez-le-feu, on parle de trêve. Pas la même chose. Oui. Dans la résolution du Conseil de sécurité, on parle d'un cessez-le-feu. Oui. Ça veut dire on arrête les combats. Une trêve, ça veut dire on reprend les combats. Oui. Donc le ministre de la Défense, lui, dit, et je crois qu'Israël a intérêt à une trêve. A intérêt à une trêve parce qu'on parle de 40 otages. C'est probablement la moitié de ce qui est toujours entre les mains actuellement, enfin à Gaza. Donc la moitié, on ne sait pas combien sont encore vivants ou pas. Hein. Donc 40, on pense que c'est peut-être ceux qui sont vivants. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ça fait les 6 semaines avec la possibilité aux Israéliens de dire, vous voyez qu'on ouvre une porte, de laisser un certain nombre de réfugiés partir et de monter l'opération, puisqu'ils le disent tous. Après cette guerre, on reprend. Donc les Israéliens ont intérêt à cette trêve. Libération des otages, prendre du temps pour monter une opération et laisser la zone de Rafah se vider un petit peu. Du côté du Hamas, c'est plus compliqué, parce que, évidemment, ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire les otages, s'ils n'en ont plus que 40 vivants, il ne faut surtout pas qu'ils les lâchent, ou bien qu'ils fassent croire que les autres sont encore vivants, ce qui est une autre solution. Et évidemment. Sachant que ceux qui resteraient, une fois les premiers 40 libérés, en admettant encore une fois qu'ils soient vivants, ce sera des militaires. Oui. Or, les otages militaires et les otages civils, c'est pas la même histoire. Bien sûr. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes compensations. Donc on pourrait imaginer effectivement une première phase avec 6 semaines de trêve, effectivement, pas de cessez-le-feu, c'est vrai, c'est avec une quarantaine d'otages qui seraient libérés, et puis au bout d'un moment, Netanyahou qui pourrait dire, vous voyez, il libère pas les autres, donc il est justifié de reprendre les opérations et on recommence. Mais donc tout ça est quand même, comme dans toutes les grandes négociations internationales de sortie de crise, on est aussi dans un jeu de dupes de part et d'autre. Question macabre, mais qu'il faut bien se poser. Et les otages qui sont morts, est-ce qu'il y aura aussi, Agnès Loyola, des négociations pour récupérer les corps? Bien sûr qu'il y aura des négociations, parce que pour Israël, il sera très important de pouvoir rapatrier les corps pour les rendre aux familles. Donc ça fait aussi l'objet de négociations, même si on en parle moins, mais ça fera évidemment l'objet de négociations extrêmement serrées. Et pour ajouter dans la complexité de cet échange entre les otages israéliens retenus à Gaza et les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, depuis le 7 octobre, il y a eu des centaines de Palestiniens qui ont été emprisonnés. Donc aujourd'hui, les prisons israéliennes sont pleines de prisonniers palestiniens. Et donc l'exigence du Hamas, c'est aussi d'obtenir beaucoup de libération, parce qu'on parle de plus d'1 millier de Palestiniens qui ont été emprisonnés depuis le 7 octobre. Et donc le ratio, si je puis m'exprimer ainsi, même si ce terme est absolument épouvantable, entre la libération des otages et des prisonniers, fait aussi l'objet de négociations. Et les prisonniers palestiniens n'ont pas tous la même valeur en termes d'échange, puisqu'on sait qu'il y a certains responsables palestiniens, on parle toujours de Marwan Barghouti, qui est la figure emblématique, les Israéliens ne veulent pas en entendre parler de libérer ce prisonnier, alors qu'ils peuvent très facilement libérer des Palestiniens qui ont été pris récemment sans aucune charge qui repose contre eux. Et donc, ça fait du chiffre, si je puis dire. Là encore, je mets ça avec beaucoup de guillemets parce que j'ai l'impression de parler avec un cynisme absolu. Mais ça n'a aucune valeur pour les Israéliens. Mais le Hamas n'est pas non plus dupe de cela. Donc, on est vraiment dans une négociation extrêmement difficile. Alors là, le mot cessez-le-feu est bien employé, puisque il y a cette tribune signée par le président français Emmanuel Macron, par son homologue égyptien El-Sisi et par le roi Abdallah de Jordanie, publiée dans Le Monde. Cette tribune exige le respect des résolutions de l'ONU et affirme vouloir faire aboutir la solution à 2 États. On va discuter, Azine, dans un instant de la diplomatie française, mais peut-être un mot général, Didier Laura, sur cette tribune. Comment vous l'accueillez, vous, cette initiative ?
je vais être un peu sévère, une opération de communication, comment dire, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, par essence, elle est là pour être appliquée. Que 3 chefs d'État se réunissent pour dire « attention, maintenant, il faut l'appliquer », déjà, ça signe plutôt l'échec de la résolution en question. Après, ni Macron, ni Sisi, ni Abdallah II ne sont essentiels dans les négociations dont on vient de parler. Même l'Égypte. Alors, l'Égypte, moi, la sensation que j'ai, franchement, je peux me tromper, là encore, je m'en remets aux vrais experts sur ce plateau. La sensation que j'ai, c'est que, évidemment, donc les seuls qui peuvent peser sur Israël, c'est les Américains. Oui, absolument. Les seuls qui parlent en confiance avec le Hamas, c'est les Qataris, puisqu'ils accueillent leur direction politique. Pour moi, l'Égypte est là parce qu'elle est frontalière, parce qu'elle est absolument essentielle sur la liaison avec Rafah, que si éventuellement il y avait un risque à un moment de poussée de réfugiés, ils auraient été au premier rang. J'ai jamais eu la sensation que les Égyptiens étaient essentiels dans la négociation pure et les marchandages dont on vient de parler depuis 5 minutes. Là. Je pense que je sais pas, je suis pas sûr qu'ils pèsent tant que ça. La seule chose, c'est que les services égyptiens qui négocient toujours, c'est pas les affaires étrangères, c'est pas le président en Égypte qui négocie avec les Palestiniens et le Hamas, ce sont les services de renseignement. Et les services de renseignement ont une mémoire, ce qui est un avantage, et donc connaissent tous les interlocuteurs dans la bande de Gaza. Et donc, en ça, c'est un facilitateur de poids dans le sens où les responsables des services connaissent tout le monde, peuvent négocier et ont des intérêts à pouvoir faire passer des messages. Donc, en ce sens, l'Égypte est un facilitateur, mais c'est pas lui qui est capable, et ça je suis entièrement d'accord avec vous, de décider. Mais c'est un rôle, en tous les cas, qu'il joue depuis maintenant des dizaines d'années. C'est pas nouveau. D'où cette mémoire et cette histoire dont je parlais et qui est utile dans ce genre de situation. Et on va donc parler du rôle de la France, et je vous donnerai la parole juste après Dominique Trinquant. Mais Asdine, effectivement, on peut dire qu'avant cette tribune, la position du chef de l'État français était pas très lisible. En fait, sa stratégie, j'appelle moi du zigzag, s'est transformée en impasse diplomatique. Difficile d'apparaître fermement dans un camp un jour, puis rallier le lendemain celui des contradicteurs au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Depuis le 7 octobre, l'influence française, vous le confirmerez ou pas, au Moyen-Orient s'est considérablement réduite et le crédit du président Macron dans le monde arabe s'est retrouvé largement tamé. Il est loin le temps du Chirac d'Arabie. Exemple, en novembre dernier, les ambassadeurs français, c'est assez rare, ont envoyé une note au Quai d'Orsay pour alerter contre une politique étrangère déséquilibrée en faveur d'Israël. Ces critiques internes se font notamment sur un événement, le discours du président français en Israël, le 24 octobre 2023, c'était 17 jours après l'attaque du Hamas. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Élargir la coalition combattant Daesh au Hamas. Cette comparaison au Quai d'Orsay a été jugée consternante et même imaginée dans l'improvisation. Ce discours n'est pas du tout passé dans le monde arabe, évidemment, et même le gouvernement israélien avait dû tempérer ce zèle français en relevant la dimension symbolique de cette offre. Gouvernement israélien qui, aujourd'hui, critique le président français. Effet boomerang face au bombardement sans relâche de l'armée israélienne, devant le risque de génocide avancé par l'ONU, avec ces images de civils, d'enfants affamés en agonie, et désormais ces humanitaires et journalistes qui meurent à Gaza, Emmanuel Macron a dû se désaligner de la position du gouvernement Netanyahou. Ces premières critiques, on les a entendues lors d'une interview à la BBC le 10 novembre dernier. Emmanuel Macron a estimé qu'il n'y a aucune justification, aucune légitimité à bombarder des civils. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées, avait-il dit. Colère du gouvernement israélien qui s'est senti lâché. Le ministre de la Défense s'est demandé comment la France pouvait donner des leçons de morale à Israël au milieu d'une guerre. Mini-crise, Emmanuel Macron a pris son téléphone, il a même dû donner un coup de fil au président israélien, mais depuis les mises en garde de Joe Biden contre les bombardements aveugles israéliens, la position d'Emmanuel Macron apparaît plus comme un alignement sur la vision de la communauté internationale. Est-ce que vous diriez que cette tribune, donc avec le président égyptien et le roi Abdallah II, c'est le prolongement de ce nouveau positionnement ?
même si pour de nombreux experts, vous l'avez dit, c'est un peu de la diplomatie spectacle, preuve d'une certaine impuissance. Sur le terrain, la résolution du Conseil de sécurité imposant un cessez-le-feu n'est pas appliquée. Alors on s'agite et on fait de la com', d'autant que cette tribune reprend de vieux mantras tels que la reconnaissance de des États et des évidences universelles, plus d'aide humanitaire. Pour Emmanuel Macron, les semaines qui suivent vont indiquer s'il a réussi à faire oublier ses atermoiements, car la dernière fois qu'il avait voulu réunir des dirigeants arabes pour parler de la situation à Gaza, c'est lors de la dernière COP à Dubaï. En décembre dernier, il avait dû subir l'affront d'une table vide. Merci Asdine. Dominique Trinquant, est-ce qu'on est trop critique là pour cette initiative d'Emmanuel Macron, mais aussi du président égyptien et de Jordanie? Oui, je le pense. D'abord, je ferai un parallèle sur la position de soutien à Israël au départ, et puis ensuite de critique de la guerre. On l'a tous fait. Tout le monde, après le 7 octobre, a dit soutenons Israël. Moi, ça me rappelle, vous savez, le 11 septembre. Tout le monde était aux États-Unis. Le 2003, quand ils ont attaqué l'Irak, tout le monde était contre les États-Unis. Enfin, ou les 3/4 de la planète. Donc là c'est un peu la même chose, si vous voulez. Soutien à Israël après le 7 octobre, c'est une évidence. Ensuite, les méthodes employées par Israël sont critiquables. Depuis le début, on critique la stratégie qui n'est pas la bonne. Après, sur cette tribune, est-ce que c'est de la communication? Alors, évidemment, c'est de la communication. Mais je voudrais rappeler la position de la France vis-à-vis des pays autour, de la région. Jordanie, la France a une base aérienne qui, justement, lutte contre Daesh à partir de cette base aérienne avec la Jordanie. Et c'est avec la Jordanie qu'elle a mené des parachutages sur Gaza. On s'en souvient pas, mais les premiers parachutages, ce sont des avions français avec des Jordaniens qui ont parachuté de l'aide sur Gaza. Avec l'Égypte, c'est pas la peine de revenir sur les liens de la France avec l'Égypte. On a des liens assez étroits avec l'Égypte, en particulier dans le domaine de la défense et de l'armement. Et puis, au nord, on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas dans la tribune. Et ils auraient du mal à y être quand même, c'est le Liban, compte tenu de la situation politique intérieure au Liban. Mais le président a désigné un émissaire personnel, Jean-Yves Le Drian, pour s'occuper du Liban. Donc cette tribune, elle marque quoi? Elle marque d'abord la France, membre permanent du Conseil de sécurité. Il faudrait rappeler quand même un peu l'histoire de la résolution. Souvenez-vous, c'est une résolution qui est venue après un échec, dernier échec américain, qui a présenté une résolution qui a été évacuée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les non-permanents, c'est-à-dire les 10 membres, qui ont présenté cette résolution. Permettez à quelqu'un qui a été longtemps au Conseil de sécurité de vous dire que les membres permanents, ils étaient pilotés. Et ils étaient pilotés avec la France. Et donc, cette résolution est passée, et à juste titre, ça ne pouvait pas être la France qui la présente, mais par les nombres permanents, et la France reprend cette voie en disant, appliquez. Alors, de toute façon, les Israéliens s'en foutent de la résolution. En clair, ils se foutent toujours des résolutions de l'ONU. Mais ce n'est pas la peine, ça n'est pas pour autant qu'il ne faut pas leur rappeler, il faut appliquer ces résolutions. Il nous reste quelques minutes dans ce débat. Je voudrais qu'on parle d'un autre fait marquant, l'absence de riposte de l'Iran 8 jours après le bombardement de son consulat à Damas. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, on écoute le ministre syrien des Affaires étrangères. Je reviens donc sur ce qui s'est passé à Damas et en particulier sur les dernières frappes contre le consulat iranien. Il ne s'agit pas seulement d'une ligne rouge dans le droit humanitaire international et le droit international, mais d'un acte proscrit par toutes les lois et toutes les religions. Alors, voilà pour le discours officiel. Selon un média iranien non officiel, l'Iran aurait informé les États-Unis qu'il s'abstiendrait de riposter si un cessez-le-feu est conclu à Gaza. On est un peu perplexe face à cette information, je ne vous le cache pas, Agnès Levallois, depuis cet après-midi. Non, mais elle me paraît tout à fait logique. C'est-à-dire que l'Iran dit qu'il va riposter parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais il n'a aucune envie de riposter parce que l'Iran sait très bien que ce pays a tout à perdre en ripostant, puisque le rapport de force est tel que de toute façon, que va faire l'Iran? L'Iran ne va pas attaquer Israël. Donc, de toute façon, les marges de manœuvre de l'Iran sont extrêmement limitées. Et donc, si une trêve était négociée, ça permettrait à l'Iran de sauver la face, de dire, effectivement, nous, le plus important, c'est de sauver des vies, des civils, donc on ne va pas riposter et on ne veut pas que le conflit s'étende à la région. Même si c'est les États-Unis qui tirent profit de la signature de cette trêve. Ça permet à l'Iran d'éviter la confrontation, d'éviter de se retrouver en état d'infériorité, ce qui n'empêchera pas l'Iran, je le pense, de mener quelques actions
contre des intérêts américains, en Irak en particulier, où on l'a déjà vu à l'œuvre, et ça, j'allais dire, c'est assez facile à faire, et l'Iran peut le faire, ce qui sera une façon pour l'Iran de dire, bon, quand même, vous avez été un peu loin en attaquant une représentation diplomatique, c'est quand même qui va à l'encontre du droit international, il faut quand même le rappeler. Donc, quand même, de montrer qu'il va réagir, mais l'Iran ne va pas rentrer en guerre contre Israël, en sachant que c'est rentrer en guerre contre les États-Unis. Donc, les Iraniens sont des stratèges, ne l'oublions jamais, et donc, il y a tout un discours, effectivement, qu'il se doit de faire, mais jusqu'à présent, regardez quand même la prudence avec laquelle l'Iran se comporte depuis le 7 octobre. Didier Lauras, on est bien conscient du levier de pression américain sur Israël. On ne l'a pas détaillé, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, notamment avec la question de la livraison des armes. Mais est-ce que l'Iran a un levier de pression sur le Hamas ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus faible, finalement ? Alors, pour moi, ça me paraît beaucoup plus faible. Je crois pas. Je crois pas que... C'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure sur la solitude de Yahya Sinwar dans les tunnels de Gaza où il se cache. C'est un homme seul. Le chef du Hamas. Le chef du Hamas, pardon, de la branche militaire du Hamas. Enfin, le chef, pardon, du Hamas à Gaza. Il décide seul. Alors, effectivement, l'Iran participe pour une part très importante du financement du Hamas. Je ne suis pas sûr pour autant qu'il puisse recevoir un coup de fil ou un émissaire de Téhéran lui disant maintenant il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Et je pense que ce que disait tout à l'heure Agnès Levallois est très juste. Il y a aussi l'Iran a à sa disposition tout un nombre de groupes armés extrêmement fidèles. Les Houthis peuvent agir, les milices pro-iraniennes en Irak. Et n'oublions pas non plus, le temps de la guerre n'est pas le temps médiatique. La vengeance, elle n'est pas obligée de venir aujourd'hui, ni même le mois prochain. Ils peuvent attendre et je pense qu'effectivement, à un moment ou à un autre, il peut y avoir une réponse, mais pas l'escalade absolue, pas l'engagement dans quelque chose qui emporterait beaucoup trop d'enjeux en même temps. Ouais, c'est intéressant, Dominique Trinquant, parce qu'on parle souvent de ligne rouge depuis 6 mois et on a le sentiment qu'elle se déplace toujours un peu plus loin, sans véritable extension du conflit. Mais oui, je pense que l'Iran est très très prudente. Et vous aviez raison de le souligner, elle n'a pas intérêt à l'escalade du tout. L'Iran a d'abord des problèmes internes, il faut le rappeler, on ne parle pas beaucoup, mais ils ont des problèmes internes, donc ils n'ont pas intérêt à l'escalade. Alors, de façon asymétrique, comme on dit, aller toucher des intérêts américains dans un mois et demi, ailleurs, etc., pourquoi pas, et en attendant, faire courir le bruit que s'il y avait une trêve, etc., on pourrait relever ça, ce qui n'engage que celui qui l'écoute. Donc voilà, c'est tout à fait... mais la ligne rouge, c'est simplement la confrontation directe entre l'Iran et Israël. Et ça, l'Iran ne le veut pas. Mais pourquoi Israël teste l'Iran en choisissant cette cible à Damas? C'est une vraie question. Mais il faut bien être dans la tête de M. Netanyahou. Lui, il ira jusqu'au bout de sa logique partout. Ouais. Et lorsque le point critique, c'est le problème du Liban. Oui. Le Hezbollah a été aussi très très prudent. Et Israël n'a pas intérêt à y aller, mais il menace beaucoup d'y aller. Un mot de conclusion là-dessus. Moi je pense que Netanyahou peut être vraiment tenté d'aller au Liban, parce que pour en découdre avec le Hezbollah, puisqu'il son objectif et son obsession, c'est que les populations du Nord, les populations israéliennes, puissent rentrer dans les villages, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et pour cela, il faut donner des garanties de sécurité à la population israélienne. Et pour cela, eh bien, c'est créer une zone de sécurité sur le territoire libanais, et c'est déjà le cas. Il y a entre 50 000 de mémoire Libanais qui ont quitté aussi les villages à la frontière et qui sont allés vers Beyrouth et au nord parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans cette zone en raison des bombardements israéliens. Donc on est aussi dans une situation qui réplique au tir de Hezbollah. Donc on est aussi dans une situation au sud Liban et au nord d'Israël qui est extrêmement tendue, et Netanyahou régulièrement dit qu'il veut y aller, et apparemment les Américains réussissent pour l'instant en tous les cas à le contenir et à éviter que ça n'aille trop loin pour éviter l'embrasement régional. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dominique Trinquant, votre livre « Ce qui nous attend » est publié aux éditions Robert Laffont, l'effet papillon des conflits mondiaux. Je vous dis à bientôt sur nos antennes sur Public Sénat.